Amis de l'électronique, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une nouvelle série de vidéos que je mettrai dans une nouvelle playlist que j'ai décidé d'appeler Pratique. Pratique parce que ces vidéos seront dédiées plutôt à des conseils pratiques pour faire différentes choses dans le domaine de l'électronique. Je vais commencer cette série avec une vidéo qui va vous parler du prototyping. Le prototyping étant une technique qui permet, à l'aide de cartes spéciales, de faire des circuits électroniques de façon assez rapide sans être obligé de faire un circuit imprimé. C'est un vaste sujet et de toute façon je ne vais pas le traiter en une seule vidéo, sinon ça ferait une vidéo trop longue. Et je pense qu'il faut mieux faire des petites vidéos pas trop importantes. Et donc aujourd'hui on va vraiment parler un petit peu des types de cartes de prototypage. Sachant que l'idée c'est que quand on fait un circuit en un seul exemplaire, généralement quand même c'est beaucoup plus rapide d'utiliser ces cartes là que de faire un vrai circuit imprimé, parce que un vrai circuit imprimé il va falloir le dessiner, le router, le graver, l'insoler, enfin bon, tout le cinéma c'est bien, mais c'est pour faire un seul exemplaire c'est vraiment très important. Moi je fais de l'électronique depuis plus de 40 ans et même si c'est m'est arrivé plus souvent qu'à mon tour de faire des circuits imprimés, généralement je préfère quand même faire du prototyping. Alors, on va parler un petit peu déjà du choix des cartes de prototyping. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas propre à ça, qui est propre aussi à circuit imprimé. On va dire qu'il y a le choix du matériau. On va dire qu'il y a deux grands styles de matériaux. La bakélite, donc voici un exemplaire, qu'on reconnaît cette couleur jaune un petit peu. Et l'époxy qui, quand il n'y a pas de vernis, a cette couleur ici, généralement un peu verdâtre, translucide. Alors, faut être clair, entre la bakélite et l'époxy, il n'y a pas photo. L'époxy est mieux. Le seul avantage réel de la bakélite, c'est son prix. Ça coûte beaucoup moins cher que l'époxy. Alors il y a un autre avantage, que je vais vous montrer, mais enfin on va dire qu'il généralement n'est pas déterminant, c'est quand même c'est beaucoup plus léger. Je vous le prouve tout de suite. Voici deux cartes exactement de la même surface. Une en bakélite, l'autre en époxy. On voit que la carte en bakélite pèse 4,63 g, alors que sa petite copine époxy pèse des grammes 28. Bon voilà, on va dire c'est un avantage, mais est-ce que c'est très important? Peut-être pour un modèle réduit, et encore pour un modèle réduit, je préférais prendre, comme c'est le cas ici par exemple, une carte beaucoup moins épaisse, comme on le voit ici, que de prendre de la bakélite. Alors, c'est quoi un petit peu les défauts de la bakélite? La bakélite, comme on le voit, là, c'est pas très droit, parce que souvent quand c'est soumis à l'humidité et tout, ça a tendance à pas rester bien plan. Ça absorbe l'humidité, c'est très sensible aussi, donc justement aux variations d'humidité, de température et de choses comme ça, et surtout c'est quand même beaucoup moins solide mécaniquement que l'époxy. Donc vraiment le seul avantage en effet c'est que c'est pas cher. Maintenant où en Chine on trouve pléthore de cartes un petit peu de ce style là, en époxy, honnêtement la différence de prix est quand même pas vraiment flagrante et enfin, je veux dire, surtout si on fait très peu de circuits, je vous conseille quand même de prendre de l'époxy, c'est quand même beaucoup mieux à tout point de vue. Alors une fois qu'on a choisi quand même son matériau, il y a une autre chose qui est très importante, c'est le style de pastille. Alors on va trouver généralement, on va dire, trois grandes familles de pastilles, enfin on va dire même quatre quelque part. Il est où mon quatrième exemple? Il est là. C'est les pastilles carrées, les pastilles hexagonales, les bandes comme ça, et les pastilles rondes. Ce qu'il faut voir, c'est que de façon historique, en fait, un peu l'inventeur de ça, alors il y en avait déjà un peu avant, mais enfin, c'est un truc qui s'appelait Veroboard, et c'était le principe justement d'avoir des bandes comme ça, qu'on coupait avec un outil soi-disant spécial, mais enfin qui est un bête forêt, et qui permettait en fait, on met des composants un peu comme on peut, et on coupe les pistes comme ça et on fait des straps ou des liaisons entre ça. Très bien, mais c'est quand même pas, ça permet pas de faire des câblages très serrés et c'est pas forcément pratique. Bon, personnellement j'en utilise assez peu. C'est quand même des fois intéressant quand on veut faire des connecteurs, parce que ça rentre ça dans certains connecteurs de cartes, ou des bus, des fonds de panier, des choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que les pistes carrées comme ça, c'est celles qui permettent le plus facilement de faire des ponts de soudure, en fait des straps. Alors très souvent quand on câble des circuits comme ça, comme on le voit ici, on placera les composants de telle façon à pouvoir faire des courts-circuits, en fait des ponts de soudure qui par capillarité vont faire contact entre des pastilles. Alors c'est vrai que les pastilles carrées ou hexagonales, ça le fait bien, les pastilles rondes c'est plus difficile. Enfin bon, sinon on s'en sort quand même.
Alors ensuite, une fois qu'on a choisi ces pastilles, hein, pour la petite histoire, il y a pas que des trucs comme ça. Bon, ça c'est plutôt de la carte à frapper ou de la carte, par exemple, pour faire des circuits logiques. Donc ici, c'est quelque chose qui va déjà être plus spécialisé. Là, on voit aussi comme ça. Ça, c'est vraiment fait pour faire des frappings, par exemple. Ou on en a aussi, comme celle-ci, où en fait, elles sont groupées par groupe de 3, hein, les pistes. Hein. Celle-là aussi, par exemple. Où là on ne le voit pas, mais en fait elles sont toutes reliées par groupe de 3. Bon, pourquoi pas. Maintenant, honnêtement, moi je trouve pas ça tellement pratique. Ces cartes-là ont intérêt, c'est qu'elles ont par exemple un pas au niveau, on peut mettre des circuits CMS dessus. Enfin bon, après il y a, on va dire, toutes sortes, toutes espèces, comme dirait ma femme, de cartes comme ça. Après, en effet, il y a le côté simple face ou double face. Alors, il y a des cas où le choix double face, il est obligatoire. Typiquement, ce circuit que je suis en train de faire, le choix double face, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est un circuit sur lequel j'ai besoin de mettre des choses des deux côtés. C'est un circuit, ici, où on voit qu'il y a un microprocesseur qui va ici, avec ses entretoises ici, là, avoir un afficheur LCD qui va venir se brancher là. Sur un circuit simple face comme ça, j'ai aucune chance de faire ça, parce que si je soude comme ça, le connecteur que je vais mettre ici, je vais souder sur quoi ici? Il n'y a rien du tout. Donc ici, dans un cas comme ça, faut mieux, on est obligé de prendre du double face. Mais pour beaucoup de circuits, on n'a pas ce problème-là. Et là, maintenant, on trouve beaucoup de choses directes en double face. Hein. Typiquement, cette série-là qu'on trouve en Chine à l'appel, là, c'est du double face. Mais là, je vous le conseille pas vraiment, en fait. Parce que c'est assez emmerdant. Pourquoi c'est emmerdant? Parce que c'est du double face trop métallisé. Et quand on met des composants et qu'on les soude, par capillarité, la soudure aura beaucoup plus tendance à rentrer dans le trou métallisé, et quitte à sortir de l'autre côté, qu'à justement pouvoir faire un pont de soudure. Donc en fait, c'est pas vraiment très pratique ici pour faire du protoboard. Donc honnêtement, si on n'a pas vraiment besoin du double face, on le fait, ça le fait quand même, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et dans ce cas-là, je préfère éventuellement. Alors on voit aussi qu'il y a par exemple ici de l'étamé, hein, ça c'est étamé, ça ne l'est pas. Dans tous les cas, quand on fait des plaques comme ça, avant de toute façon de passer un petit coup d'acétone dessus, ça fait toujours du bien. Mais ces cartes-là, même si on ne le voit pas, là, il y a toujours un peu d'oxyde. Et c'est quand même mieux de passer un petit coup de paille de fer triple 0 dessus, ou de tampon Jex ou de trucs comme ça. Et après un coup d'acétone, ça aide quand même bien pour souder. Donc voilà déjà ce petit point ici. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo de ma série pratique. J'en ferai d'autres parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. N'hésitez pas à mettre des likes ou des commentaires si ça vous plaît. N'oubliez pas que moi le seul moyen que j'ai de savoir si je traite des sujets qui intéressent plutôt des gens ou pas, c'est il faut du feedback, sinon c'est pas très facile. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.